Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La lutte contre le gaspillage alimentaire est l'un des grands chantiers de la CACL, qui a organisé aujourd'hui la première rencontre territoriale autour de ce thème, l'occasion pour la communauté d'Aglo de présenter le premier bilan de ces mesures. Le Salon nautique de Paris à l'heure guyanaise. Pour sa 55e édition, il a accueilli une journée dédiée à notre territoire. Rappelons que le port de Dégradé-Cannes, qui est l'un des plus chers au monde, est aussi le 9e port français. Les Jeux Kalina ont soufflé leur 13e bougie ce week-end. Au-delà du dépassement de soi, ils permettent à des équipes toujours plus nombreuses de participer à des disciplines ancestrales. Nous en avons intégré une. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook et désormais sur Orange TV. Un macaron pour éviter les accidents. Ce week-end, 3 nouvelles morts ont endeuillé les familles guyanaises, portant à 23 le nombre des victimes de la route depuis le début de l'année. Le député Gabriel Serville propose d'apposer un macaron sur les voitures des automobilistes citoyens. Il nous détaille son projet. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont été encore une fois lourdement endeuillées suite à cet accident. J'ai voulu lancer un cri d'alerte pour dire que ça suffit. Parce que depuis quelque temps, on observe une recrudescence des accidents violents qui occasionnent des pertes de vies humaines. Et je considère qu'il était de mon devoir, en tant que citoyen, en tant que parlementaire, d'interpeller mes compatriotes pour leur dire que nous devrions certainement changer de comportement. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'un plus grand nombre d'automobilistes d'entre nous manifestent leur volonté d'être des citoyens, des automobilistes citoyens, par l'apposition de macarons sur le pare-brise avant et sur la vitre également arrière, de manière à dire que la route, c'est un bien commun, je la partage et je préserve des vies en ayant un comportement qui soit adéquat, un comportement qui puisse permettre de circuler en toute liberté. Donc j'ai engagé cette réflexion, j'ai reçu beaucoup de réponses de la part de mes amis par les réseaux sociaux. Bien entendu, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui ne sont pas du tout d'accord et qui me disent qu'il faut d'abord commencer par mettre en place les bonnes infrastructures, mais je veux dire que ça représente à peine 5% des réponses qui me sont remontées, c'est-à-dire que 95% des réponses sont des réponses positives. Et donc là, aujourd'hui, je vais voir avec mes amis comment mettre en place une petite cellule de pilotage qui va nous permettre de réaliser le macaron avec des slogans qui peuvent être différents. Moi, j'avais proposé automobiliste citoyen 90 est ma limite, mais on peut très bien imaginer d'autres slogans avec des couleurs différentes, avec des macarons différents. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y ait une vaste campagne qui soit prise en main par les citoyens eux-mêmes pour dire que nous nous engageons sur une dynamique d'auto-responsabilisation. Politique toujours avec notre invité de ce soir, Monsieur Lénaïque Adam. Merci Monsieur Adam d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de Saint-Laurent et vous avez souvent dû emprunter cette route. Que pensez-vous des accidents qui s'accumulent en Guyane depuis le début de l'année et depuis bien plus longtemps que cela ? Je pense qu'effectivement, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités, que chacun ait un geste ou en tout cas un comportement citoyen et de penser aux autres qu'on ne fait pas du mal qu'à soi-même, mais à tout le monde en mettant en danger des vies. Et donc, il faut que vraiment chacun prenne conscience de cela, je pense. D'accord, je vous remercie. Passons maintenant au sujet qui vous amène ce soir, l'annulation de votre élection par le Conseil constitutionnel. Quelle a été votre première réaction en apprenant cette décision ? Alors j'ai appris cette décision avant de quitter Paris, c'est le jour même où je rentrais en Guyane. Et donc c'était une surprise, mais après la surprise, il fallait se dire qu'il faut remobiliser et puis repartir au combat, bien évidemment.
Étiez-vous confiant après cette présentation, justement, au Conseil constitutionnel? J'étais totalement confiant, puisque le point qui, aujourd'hui, permet d'annuler la requête, en tout cas qui permet d'annuler l'élection, pardon, c'est un point qui avait été écarté par un rapport du ministère. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce qui fait que, dès le départ, j'ai été surpris de voir ce point-là. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à ça. Il faut vraiment respecter. C'est une décision de justice, et donc je ne la conteste pas. Je dis tout simplement à tout un chacun, ceux qui m'ont soutenu, qu'on repart au combat. Justement, le Conseil constitutionnel a statué sur l'absence d'assesseur à Maripa Soula, alors que votre adversaire avançait qu'il y avait eu fraude. Que pensez-vous? Quelle est votre position, justement, par rapport à cette accusation? Il a demandé une décision de justice. La justice dit que c'est une irrégularité qui relève d'un manque d'assesseurs. Je crois que quand on sollicite la justice, il faut respecter ce qu'ils disent. Quand il parle de fraude aussi, il y a apparemment une plainte contre X. Je pense que le procureur de la République doit faire cela de manière approfondie pour qu'éclate la vérité judiciaire. Vous avez déjà communiqué sur votre combat à venir avec l'ENAIC, nous paraît. Dans quel état d'esprit repartez-vous justement sur le front? Je pars dans un esprit clair, c'est-à-dire que 56 voix d'écart, c'était très peu. C'était ce qui fait que le Conseil constitutionnel a eu la volonté de casser, et par doute, je ne sais quoi. Là, l'idée est vraiment de creuser et de mobiliser davantage pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute. Et donc, c'est le combat que nous allons mener, et donc très rapidement, nous allons retrouver le terrain. Sachant que tous les autres candidats qui s'étaient présentés, même au premier tour, peuvent revenir dans la course, votre confiance reste intacte? Bien sûr, puisque moi, ce qui me préoccupe, normalement, c'était une affaire de deuxième tour qui avait été demandée. Le requérant demandait à annuler le deuxième tour. Là, maintenant, ils ont annulé le premier et le deuxième tour, ce qui est très étrange. Mais maintenant, peu importe les candidats, moi, ma préoccupation, c'est d'organiser et de structurer ma campagne et puis mes équipes. Les candidats qui vont se présenter, c'est leur responsabilité. Et j'invite le maximum à se présenter, parce que l'idée n'est pas de construire la Guyane sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. La course est ouverte. J'invite tous les Guyanais à se présenter. Et vous, est-ce que vous continuerez sous l'étiquette En Marche? Totalement. Il n'y a pas d'ambiguïté ni de remise en question à ce niveau-là. Donc on va continuer avec La République En Marche, puisqu'il n'y a pas eu de problème particulier durant ces 4 à 5 mois. Vous garderez votre suppléante? Absolument, absolument. Nous avons déjà donc l'équipe ne change pas? L'équipe ne change pas. On repart au combat avec les mêmes personnes, et puis on va consolider. Vous avez été assez discret durant votre mandature, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous n'avez pas peur que les électeurs vous fassent payer ce silence, cette discrétion à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Je crois que les électeurs de la deuxième circonscription n'ont pas élu un communicant, un député communicant qui est dans la communication. Je me suis fait discret parce que je suis en période d'apprentissage. Et au-delà de ma période d'apprentissage, il y a quelque chose qui est venu en plus. C'est quand même, il y a une requête, il faut se défendre, il faut de l'énergie, il faut aller rechercher des preuves pour démontrer que ce n'est pas totalement vrai, quand l'autre n'apporte pas ces éléments-là. Et donc, forcément, c'était un travail qui prenait du temps. On a essayé parallèlement de faire des interventions, de rencontrer des entreprises, des associations. Tout cela demande un travail, et on ne communique pas toujours sur toutes ces petites choses-là, parce que ce n'est pas forcément ma stratégie. Est-ce que le fait aussi de faire partie d'un groupe de plus de 300 députés est un frein justement à cette expression que l'on attendait de vous? C'est le règlement, c'est-à-dire il y a beaucoup qui aimeraient que j'intervienne plus dans l'hémicycle, mais il y a eu un travail en commission, un peu plus de 4 interventions. Mais c'est mathématique, c'est comme ça. On a un groupe, il y a une cohésion de groupe, et donc forcément le temps de parole n'est pas donné de la même façon, et on ne parle pas pour parler, je pense. Il faut intervenir pour des choses pertinentes qui concernent nos territoires et au niveau national aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. La lutte contre le gaspillage alimentaire continue à la CACL. Après avoir pesé les restes collectés dans les cantines, la communauté d'Aglo a organisé la première rencontre territoriale autour du gaspillage alimentaire et présenté un premier bilan. Jonathan Lariot était sur place. Combien de nourriture est-elle gaspillée dans les écoles de Guyane? Il y a quelques semaines, l'école Jacques Lony de Matoury a affiché un peu plus de 13 kg de nourriture jetée par service. Après une étude plus poussée, le constat de la CACL tombe. Chaque école de la zone de la communauté d'agglomération perdrait jusqu'à 15 000 € par an en nourriture non consommée. Le gaspillage est nécessaire. Voilà, le gaspillage est nécessaire parce que la mission des écoles, la mission de la restauration collective, c'est aussi l'éducation du consommateur. Et quand on parle d'éducation du consommateur au niveau alimentaire, automatiquement on aura du gaspillage.
Donc ça peut être le pain, mais ça peut être aussi tous les produits méconnus par les enfants. Voilà. Et puis, une des difficultés que l'on a relevées dans notre étude, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre petite faim, moyenne faim et grande faim. Donc aujourd'hui, tous les enfants en école primaire vont recevoir la même dose, le même volume de repas. Finalité, vous comme moi, il y a des fois, des jours on a plus faim, des jours on a moins faim. Donc on ne va pas consommer la même chose. Après une tournée dans les cantines scolaires pour y estimer le taux de nourriture non consommée, beaucoup d'écoles semblent être au-dessus de la moyenne nationale, avec plus de 200 grammes gaspillés par enfant. On va dire qu'on a sorti simplement des tableaux par école qui ont joué le jeu, qui étaient des écoles pilotes. Donc certaines écoles où on voit il y avait véritablement une motivation à le faire, hein, parce qu'il y avait une certaine forme de sensibilisation qui était bien perçue. Donc on voyait bien que les chiffres se rapprochaient un petit peu de ce qui était, ce que donnent les chiffres de l'ADEME au niveau national. Donc grosso modo, on était environ à 150-200 grammes de déchets par enfant. Après 2 heures de réunion, une chose est sûre, le gaspillage alimentaire est une réalité dans les écoles de l'agglomération. Mais ce chiffre est encore loin d'être totalement exact. La CACL reconnaît ne pas avoir tenu compte du gaspillage en cuisine. Total se dévoile. C'est ainsi que l'on pourrait désigner la démarche du géant pétrolier qui a invité nos entrepreneurs locaux à une présentation de son projet de plateforme pétrolière et les retombées dont il pourrait bénéficier. Pierre Tréfou a assisté à la rencontre. L'objectif de cette réunion, c'était d'apporter un maximum d'informations sur ce qui va se passer pendant cette période d'exploration. Tout ce qui peut intéresser les entreprises de Guyane, puisqu'il y aura peut-être des besoins, il y aura des appels d'offres qui seront communiqués à un moment donné sur un certain nombre de secteurs d'activité, qui peut être la restauration, tout ce qui est ravitaillement, les problématiques de déplacement en hélicoptère. Enfin bon, il y aura un certain nombre d'appels d'offres et l'idée c'était d'apporter un maximum d'informations en toute transparence du groupe Total vers les entreprises de Guyane qui étaient présentes ce matin pour leur dire un petit peu comment les choses vont se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle le Total Développement Régional, où il y aura un guichet de Total en Guyane pendant cette phase d'exploration pour aider un certain nombre d'entreprises peut-être à se mettre à jour au niveau de certaines compétences pour pouvoir peut-être répondre à des appels d'offres dont ils auront besoin pendant cette période d'exploration. Ça, c'est, je dirais, ce sera des aides peut-être pour exporter, des aides des aides financières, peut-être pour des entreprises qui souhaitent se renforcer financièrement. Ça, ils en ont un petit peu parlé ce matin. Et il y a aussi un projet, alors c'est en cours de discussion avec la collectivité territoriale de Guyane, d'une sorte de convention d'investissement de 10 millions d'euros qui devrait être conclue entre Total, le groupe Total et la collectivité territoriale de Guyane, avec bien sûr des conditions d'éligibilité et de fonctionnement de ces 10 millions d'euros. Bon, pour l'instant, ils nous ont dit que la gouvernance était en cours de discussion avec la CTG. Voilà. Donc voici pour l'instant les retombées, je dirais, importantes qui peuvent être déjà, je dirais, identifiées pendant cette phase d'exploration qui va démarrer en début d'année. C'est en 1963 que débute l'immigration haïtienne en Guyane, après le passage de l'ouragan Flora. 54 ans plus tard, une délégation de l'île a atterri chez nous afin de faire le point sur cette immigration en constante augmentation. Le député haïtien Gandhi Dorfeuille s'est confié au micro de Jonathan Lariot. Cette situation va créer une envie et que par la suite, on pourra trouver des emplois dans le pays. Les gens pourront rester chez eux. Donc c'est comme ça. Donc quand on a du travail, il y a du boulot, les gens restent chez eux. Donc s'ils décident de partir, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, comme l'État haïtien fait de son mieux pour résoudre ce problème, pour créer des conditions de vie donc, adéquates dans le pays, donc je pense que d'ici les prochains jours, les prochaines années, donc les Haïtiens pourront être fiers de rester dans leur pays et de travailler pour leur épanouissement. Quelle va être votre mission justement dans les prochains jours là en Guyane? Qu'est-ce que vous allez faire? La prochaine mission, c'est de rencontrer différents élus locaux, surtout des élus d'origine haïtienne. Donc il y a des rencontres aussi avec des communautés dans des différentes zones touchées par, je dirais, les situations catastrophiques. Je vais aller voir les gens, parler aux gens, rencontrer, discuter, faire un rapport et transmettre ces rapports à la Chambre des députés.
Le tribunal administratif de Guyane tenait cet après-midi sa deuxième audience solennelle depuis sa création. L'objectif de cette pratique inspirée du judiciaire, communiquer sur l'action de cet organe de médiation qui fonctionne de façon autonome depuis 2011, mais qui reste encore méconnu aux yeux du grand public. Le Salon nautique se tient en ce moment à Paris. Cet événement qui réunira des passionnés jusqu'au 16 décembre a accueilli une délégation guyanaise fière de présenter ses ports de pêche et de plaisance ainsi que sa politique de croissance bleue. Stéphane Alexandresco a assisté à la journée Guyane. Vendredi dernier, au Salon nautique de Paris, c'était la journée Guyane du Salon. La communauté de communes des Savanes, la Fédération française des ports de plaisance et la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ont organisé sur leur stand une journée promotion. L'objectif était de vendre aux touristes la destination Guyane pour attirer le maximum de plaisanciers sur son territoire en les rassurant sur les installations portuaires que l'on trouve dans les communes guyanaises. Vous avez la commune de Cayenne, vous avez la commune de Sinamari, Saint-Laurent, Roura, Montigny. Donc nous avons plusieurs communes qui ont un vrai potentiel pour développer le nautisme sur leur territoire. C'est ce potentiel qui intéresse la Fédération française des ports de plaisance qui souhaite une adhésion de la Guyane au programme Odyssea. Alors le programme Odyssea, c'est bien entendu un programme qui est émis par la Fédération française des ports de plaisance. C'est l'attractivité, ce qui nous intéresse d'abord, c'est l'attractivité du territoire, tant sur le plan économique, bien entendu, mais également sur le plan culturel, patrimonial et social. C'est un programme qui maintenant est en place en Martinique, qui est en place dans différentes régions françaises et métropolitaines, et nous souhaitons bien entendu développer ce programme avec la Guyane et avec les élus de la Guyane. Il y a une volonté réelle que je porte, c'est effectivement de faire comprendre qu'on peut développer aussi le tourisme par l'eau et la mer. C'est pourquoi aussi aujourd'hui nous sommes dans un projet avec Odyssea dans la croissance bleue et vert. Donc c'est un projet aussi qui est très important et qui a déjà été présenté quand même à l'Elysée et qui est redescendu aussi au ministère. Donc c'est un projet qui a reçu un avis favorable. Donc je continue quand même à faire ce travail pour qu'on puisse pouvoir avancer. Et qu'est-ce que c'est ce projet exactement ? Ce projet, c'est effectivement l'accord et l'acceptation du port de plaisance sur le fleuve de Sinamari. C'est un premier pas, la volonté est là, mais pour faire venir ces bateaux de touristes en toute sécurité, il reste l'essentiel à mettre en place, il reste à améliorer les installations portuaires qui pour l'instant ne donnent pas satisfaction. Ce qui manque, c'est des équipements dignes de ce nom, avec des services. Aujourd'hui, le plaisancier d'aujourd'hui souhaite bien entendu un équipement de qualité. C'est pour ça aussi que depuis cette année, on a lancé la démarche qualité plaisance au niveau de la fédération. Il manque des équipements et des services. C'est les atouts majeurs pour réussir vraiment à irriguer le territoire avec les touristes. Donc l'appel est lancé, la balle est dans le camp des organismes de gestion publics ou privés pour qu'un effort d'équipement soit mis en place afin d'attirer ces touristes qui sont bien évidemment potentiellement une source de revenus pour les communes guyanaises. Restez avec nous à venir dans votre journal. Un Noël solidaire aux allures de spectacle géant, c'est le pari lancé et tenu par l'Association des jeunes étudiants guadeloupéens. Et puis, nous reviendrons chez nous, en Guyane, pour une immersion au cœur d'une équipe qui a participé ce week-end au Jeux Kalina à Awala-Yalimapo. Vous faites certainement partie de ces parents qui déconseillent à leurs enfants d'amener leur mobile au collège ou au lycée. Le gouvernement vient de vous emboîter le pas et a officialisé cette interdiction, une décision qui fait réagir en Martinique. Un reportage de nos correspondants sur place. Pas de portable en cours, la règle s'applique déjà oralement dans la plupart des établissements. La majorité des collégiens rencontrés aujourd'hui seraient pour une interdiction définitive. Si on est en cours et on utilise le portable, c'est sûr qu'on n'aura pas vraiment les bons résultats scolaires si on n'écoute pas la professeure. Je pense que c'est une bonne décision parce que ça peut perturber le cours et déconcentrer les élèves. Moi, je pense que c'est bien parce que presque tous les jours, souvent, il y a des amis qui viennent me dire que on leur vole le téléphone. Le trimestre dernier, on était dans les vestiaires et puis un autre ami m'a dit qu'on l'a volé son téléphone
Qu'est-ce qu'on fait avec un portable à l'école? À l'école, il faut travailler et non rester sur le portable, envoyer des messages. D'autres élèves, en revanche, sont plus réfractaires à l'idée et préféraient d'autres solutions. Qui est le portable, mais de façon modérée. Qu'on respecte au moins les gens, notre vie privée, parce que si nous, on ne met pas notre vie privée sur les réseaux sociaux, donc on ne voudrait pas que les autres le mettent. Je ne suis pas d'accord parce que si on a un problème sur la route, si on veut appeler nos parents, on ne peut pas. Le portable, générateur à l'école de disparités, de conflits et de harcèlement, c'est ce que déplorent également régulièrement les syndicats de parents d'élèves, satisfaits aujourd'hui de l'application prochaine de la mesure, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'école, c'est un lieu d'apprentissage et nous pensons que le portable ne permet pas d'apprendre correctement. C'est-à-dire que tous les enfants ne sont pas... Alors il y a des enfants qui peuvent avoir un portable et qui apprennent très bien, mais tous les enfants ne sont pas au même niveau de conscientisation face à cet appareil. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que le gouvernement réfléchissait aux modalités d'application de la future mesure. En septembre dernier, le ministre avait déjà avancé l'idée de confiner les portables dans des casiers fermés. Ce week-end, c'était la fête du rhum à Sainte-Marie en Martinique, au cœur d'un village artisanal créé spécialement pour l'occasion. Des défilés de mode, des dégustations et autres animations ont été proposées par la distillerie Saint-James. Sandrine Claude était de la partie. La fête du rhum, c'est avant tout la tradition. Chouval-Bois, village artisanal, défilé de groupes à pied. Des animations particulièrement appréciées par les visiteurs qui viennent aussi pour d'autres raisons. Pour acheter du rhum avec un meilleur prix, aujourd'hui je l'ai trouvé à 12,50 €, tandis qu'un livre service 17 €. Je viens du Lamentin et je suis venu voir l'ambiance qu'il y a à Sainte-Marie. Pour acheter du rhum, on découvre les différents stands et puis on s'approvisionne en rhum pour l'année. Ticket en main, embarquement immédiat à bord du train des plantations. Nous voilà partis pour une balade à travers la campagne samaritaine. C'est une association qui est en charge de cette unique voie ferrée de l'île. Elle a sa propre histoire. Cette association a été créée par M. Laforce qui était ici à Sainte-Marie, qui a eu l'idée de récupérer cette locomotive que vous voyez là d'avant-porte, qui se trouvait dans la rivière suite au cyclone qui s'est passé dans les années 60. Et qu'on a remis un moteur diesel dessus. On a posé les voies à la main, tout a été posé à la main, il y a quelques aides de SMA. C'est un plus pour la distillerie Saint-James puisque ça fait partie intégrante des festivités actuellement aujourd'hui. Rien ne semble pouvoir entraver le succès de la fête du rhum. Elle a été initiée en 1982 par des ouvriers soucieux de sauver leur usine, alors que la filière était en pleine crise. Dans une espèce de sauve vital, les ouvriers ont décidé de faire une grande journée porte ouverte pour monter leurs produits, pour montrer leur savoir-faire. Et du coup, bien sûr, énormément de grands chanteurs martiniquais sont venus, comme Bonatti, Émile Tiraoul Duvalier, Siméline Rangon et autres sont venus de prêter mes forces. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, la fête a un thème, il y a un vrai concept à partir de cette fête du rhum. Et c'est vrai que d'année en année, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est devenu quelque chose d'authentique et de populaire. Mais aujourd'hui, c'est devenu touristique. Une 35e édition qui confirme le statut populaire de la fête du rhum. Plusieurs milliers de visiteurs se sont croisés aujourd'hui sur le site de la distillerie. Direction Paris, où l'association des jeunes de Guadeloupe a organisé la 4e édition du Grand Noël solidaire à la Villette. Cassica, Ravine Plate, Jacob de Varieux et bien d'autres ont fait revivre cette coutume pour la bonne cause. Éric Dupuis était aux premières loges. Ravine Plate pour entamer ce chanté Noël, quoi de mieux pour ravir les 8000 spectateurs venus se réchauffer. C'est très bien, on retrouve un petit peu les Antilles, donc ça commence à chauffer malgré le froid, mais c'est très bien. Tous les artistes m'intéressent et c'était Ravine Plate que je voulais voir dans un premier temps et là je suis ravie. Même les moquis, tu sens jambon Noël, tout ça. Donc c'est bien, ça se passe super bien. De la Martinique à la Guadeloupe, c'est aussi sur les rythmes de Cassica que chacun est venu chanter et danser Noël. Nous chantons les cantiques
et nous apportons des adaptations avec différents rythmes comme ça. Noël, c'est une fête un petit peu universelle, hein. Toute la Caraïbe fête Noël. Hein. Et pour les derniers frileux, il y a encore d'autres manières de se réchauffer. On sert plein de choses, plein de boissons. Des boissons de chez nous, du champagne, beaucoup de champagne. On sert également du rhum, oui, du rhum vieux, le petit punch que tout le monde connaît, avec du sucre et du citron. Un cocktail réussi qui fait son effet puisque le ton monte au fur et à mesure de la fête. L'objectif de la soirée n'est pas seulement festif, mais aussi solidaire. Les fonds récoltés aideront les étudiants ultramarins installés dans l'Hexagone entre 50 et 60 000 euros. Les aides sont données entre 150 et 300 euros aux jeunes. Ça peut représenter 300 jeunes en moyenne. C'est ce que ça fait au cours d'une année. Et donc c'est comme ça qu'on stabilise au cours depuis 2013, 2014 et 2015. La soirée se terminera tard dans la nuit sur des rythmes encore plus endiablés en attendant la journée du 25 décembre. Les Jeux Kalina 2017 se sont déroulés ce week-end à Awala et Limapo. Au menu, des sensations fortes garanties avec des disciplines telles que la remontée de pirogue, le grimpé de cocotier ou encore le lancer de harpon. Comment se vit une telle expérience de l'intérieur? Pierre Tréfou a mouillé le maillot. Ce week-end se tenait la 13e édition des Jeux Kalina. 32 équipes se sont affrontées à Awala et à Limapo sur 9 épreuves. Parmi les nouvelles équipes, celle de Rémire, l'équipe de Kawana a fait son arrivée. L'entraînement n'a pas été très intense, mais la motivation l'est. Alors attention, Les épreuves sportives et culturelles qui figurent au programme des Jeux Kalina sont issues de pratiques traditionnelles des Amérindiens. À l'épreuve tant redoutée de descente et remontée de pirogue, l'équipe Kawana se concerte pour établir la bonne méthode. À la descente, il y a des équipes derrière, ils mettent quasiment personne. Voilà, mais ça c'est ce qu'on voulait faire à la base. Oui, voilà, c'est ce qu'on voulait faire à la base. Au retour, après, on met donc qui devant? Vous deux, les filles et Benoît et Valentin. 1, 2, 3 1, 2, 3 Le soir, l'épreuve de tir à la corde confronte les équipes par poule. L'équipe Kawana n'arrivera malheureusement pas à arriver en haut du tableau. Le lendemain, les équipes se sont affrontées sur une épreuve de course de pirogue. Une épreuve difficile car elle demande force et maîtrise. Après une épreuve physique, c'est la dextérité et le mental qui est requis pour l'épreuve du jeu du diable. Kawana, pourtant bien parti, n'arrivera malheureusement pas à finir dans les temps. Pour cette 13e édition, une épreuve fait son retour, la glisse sur vase. Un aller-retour chronométré et c'est l'occasion pour l'équipe de se faire un petit bain de boue. La dernière épreuve des Jeux est le porté d'un rondin de 25 kg. C'est l'épreuve de trop pour l'équipe, dont un des participants finira à l'infirmerie. Au départ, quand tu cours avec, il faut trouver l'équilibre. Moi, j'ai fait tomber, après, j'arrivais pas à le remettre. Voilà, il y en a une qui s'est fait mal à la cheville. Les Jeux s'achèvent sur la remise des prix. Pour l'équipe Kawana, c'est sans grande surprise qu'ils atteignent la dernière place. Mais pour eux, pas question d'abandonner. Rendez-vous l'année prochaine pour, espérons-le pour eux, un meilleur résultat, mais toujours la même énergie. C'est quoi une tortue lutte? C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 11 décembre. La lutte contre le gaspillage alimentaire est l'un des grands chantiers de la CACL qui a organisé aujourd'hui la première rencontre territoriale autour de ce thème, l'occasion pour la communauté d'Aglo de présenter un premier bilan de ces mesures. Le Salon nautique de Paris à l'heure guyanaise. Pour sa 55e édition, il a accueilli une journée dédiée à notre territoire. Rappelons que le port de Dégradé-Cannes, qui est l'un des plus chers au monde, est aussi le 9e port français. Les Jeux Kalina ont soufflé leur 13e bougie ce week-end. Au-delà du dépassement de soi, ils permettent à des équipes toujours plus nombreuses de participer à des disciplines ancestrales. Nous en avons intégré une. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.